Bonjour chers étudiants, étudiantes. Ce matin, nous sommes encore arrivés pour reprendre notre cours sur NRS, négociation et relations sociales. J'espère que le confinement n'a pas été facile pour vous, mais je souhaiterais que ce matin vous soyez attentifs au chapitre 3 de la négociation sociale. Retenons simplement que ici, à la suite de ce chapitre, il va être à mesure d'identifier les types et les techniques de négociation. Comme je l'ai toujours dit, un bon manager, celui qui est censé gérer une entreprise, manager une entreprise, doit être à mesure de faire de la négociation quand un conflit surgit au niveau de l'entreprise. Et pour ça, vous devez être à mesure de connaître les types de négociation et les techniques de négociation. Alors, nous allons voir dans ce cas les types de négociation. Mais bien avant, on va essayer de définir ce que c'est que la négociation sociale. Comme vous le voyez, la négociation sociale est une action qui vise à régler les différends, c'est-à-dire les discussions, les palabres qui existent, ou à travers un accord de manière pacifique opposé à toute action judiciaire. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller en justice pour régler le différend qui existe entre un employeur et les salariés, ou bien entre les employeurs et les employés. Il faut essayer d'éviter les actions judiciaires. On veut dire qu'il faut négocier et régler le problème à l'amiable. Aussi, elle pourrait se définir comme étant un processus par lequel les parties liées par un contrat professionnel qui interagissent dans le but de trouver une solution à leur divergence. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait définir la négociation sociale. Comme vous le voyez en grand 2, nous allons voir maintenant les éléments fondamentaux de la négociation. Dans les éléments fondamentaux de la négociation, on a ce qu'on va appeler les parties. Les parties, c'est ceux qui sont en conflit, notamment l'employeur et les employés. Le deuxième élément, c'est la divergence, ou bien le litige, ou le différend. Et le troisième et dernier élément concerne cette volonté d'aboutir à un arrangement. Donc voici les trois éléments fondamentaux de la négociation. Les parties en conflit, les salariés et l'employeur, le litige lui-même et puis la volonté d'aboutir à un arrangement. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les types de négociation. Comme on le dit, la négociation elle-même repose sur les principes de concession mutuelle. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes dans la négociation, on doit accepter de perdre quelque chose ou de gagner quelque chose. Dans la négociation, on est obligé de faire des concessions. C'est-à-dire accepter que l'autre gagne et qu'on perde, ou bien qu'on gagne et que l'autre perde. Alors, nous avons 4 types de négociations. Nous avons ce qu'on appelle la négociation distributive, la négociation intégrative, la négociation perçue, et la négociation convaincante.
nous allons voir en plus en détail ce que signifient ces différents types de négociation. La négociation distributive ou conflictuelle. Dans ce type de négociation, dans la négociation, forcément, il y a un perdant et un gagnant quand on fait ce genre de négociation. Et dans ce type de négociation, l'autre partie cherche à mettre une certaine pression sur l'adversaire. Et cette situation se voit le plus souvent dans des questions économiques. Ensuite, nous avons la négociation intégrative. Ici, on cherche plutôt à trouver une solution ensemble pour que les deux parties en conflit soient satisfaits. Les deux parties en présence vont essayer d'évoquer leurs problèmes. On va d'évoquer leurs problèmes et puis on va évaluer les options possibles qui vont nous mettre sur la voie de la résolution définitive du conflit. Maintenant, en leçon 2, nous allons voir ce qu'on appelle les techniques de négociation. Parce que, en réalité, comme on l'a déjà vu, n'importe qui peut être négociateur. Pour être un bon négociateur, vous devez avoir des outils qui vont vous permettre de faire de la négociation. Donc, ce chapitre, cette leçon 2, va nous permettre de connaître les techniques de négociation. Et dans la négociation, vous devez savoir qu'il y a une démarche, il y a une technique, une procédure pour faire de la négociation. Et à notre niveau, nous identifions 4 processus de négociation. Il y a ce qu'on va appeler la coercition, la dissimulation, la persuasion et l'accommodation. En 1.1, on verra ce qu'on va appeler le processus de coercition. Et dans ce processus, ce qui est important, ce n'est pas avoir de faire une démonstration de force ou de violence pour résoudre le problème, mais c'est surtout ce que les mots, autrement dit, les propos, le verbe que nous allons avoir pour faire la négociation. Tout simplement parce que la négociation, c'est le prolongement du conflit entre les parties en discussion. Mais vous devez retenir que la coercition elle-même peut prendre dans la négociation plusieurs formes. On peut avoir la menace. La menace ici, ça va consister à tenter de dissuader son adversaire à persister à ce comportement en lui précisant des sanctions, des dommages, des pertes qu'on lui infligera s'il ne se soumet pas aux exigences qu'on lui formule. Ça, c'est la coercition, une manière de pouvoir mettre une certaine pression sur l'adversaire pour qu'il puisse accepter les propositions qu'on fait pendant qu'on fait la négociation. Le deuxième élément, c'est le bluff. Lorsque on menace l'individu et qu'on ne met pas en évidence cette menace-là,
on parlerait de le bluff, ici. Et le troisième élément, c'est l'assuranchère. L'assuranchère, c'est aussi une autre façon de faire la pression sur son adversaire au cours de la négociation. Il faut demander plus devant l'intransigeance de l'adversaire. Ce genre de négociation se voit souvent entre sur les tactiques dans la négociation entre les syndicats et les employeurs. Généralement, quand vous voyez que les syndicats, par exemple, je prends un cas simple, à la maison, peut-être que ton papa, il est souvent compliqué pour qu'il puisse, tu remets souvent 10 000 francs quand tu demandes de l'argent. Or que toi, tu as besoin de 10 000 francs. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire ce qu'on va appeler la surenchère. Tu arrives devant ton papa, tu vas dire, bon, aujourd'hui, j'ai besoin de 50 000. Tu sais bien que ton papa ne va pas te donner les 50 000. Mais si tu n'as pas les 50 000, quand il va te, ce qu'il va te donner, tu sais que c'est 10 000 francs que tu vises. Mais quand tu dois demander 5 000 francs, il ne va pas venir te donner 5 000 francs. Parce qu'il va aller en deçà de... Il ne va pas aller en deçà de 10 000 quand même. Et dans cette situation, tu risques d'obtenir tes 10 000 francs que tu t'es fixé comme premier objectif. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'assuranchère. Et c'est généralement ce qu'utilisent les syndicats face aux employeurs. L'autre élément, c'est le comportement agressif. Ça aussi, c'est une autre technique de négociation au niveau de la coercition. D'accord? Et à ce niveau-là, on va se montrer un peu agressif vis-à-vis de l'adversaire. Et au besoin exprimer un peu d'hostilité à l'encontre du négociateur. Le dernier élément, c'est la rupture. Voilà, c'est la rupture. Ensuite, nous avons ce qu'on va appeler dans les éléments de la négociation, dans les techniques de la négociation, après la coercition, on a le processus de dissimulation. Que fait-on au niveau du processus de dissimulation? Au niveau du processus de dissimulation, on va dire tout simplement que l'incertain et le probable sont rois. Parce que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour faire la négociation. Et dans ce processus de dissimulation, on dira plutôt que celui qui a l'information a le pouvoir sur l'adversaire. D'accord? Et dans ce processus-là, il faut, dans la négociation, on va permettre une prise d'information progressive, d'aller rechercher les objectifs de l'adversaire. Et dans ce type de négociation, chacun cherche à faire croire à l'autre ce qu'il n'est pas en réalité. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de dissimulation. Le but ici, c'est de ne pas se faire découvrir le premier. D'accord? C'est ce qu'on va appeler ici le processus de dissimulation. Le troisième élément ici, c'est le processus de persuasion. Il s'agit dans cet élément, pour les parties,
utiliser des tactiques de persuasion et d'argumentation pour convaincre la partie adverse. D'accord? Et cela vise à démontrer que l'autre a raison de demander ce que nous voulons et qu'il est dans l'intérêt de l'adversaire de céder à ses exigences. D'accord? Ici, on joue un peu de malice. On joue un peu de malice. D'accord? C'est-à-dire que c'est peut-être une menace à peine voilée. D'accord? Vous avez intérêt à me donner ce que je veux si vous voulez que, par exemple, votre entreprise puisse prospérer. D'accord? Donc, nous étions sur le processus de persuasion. Comme je le disais, ici, c'est une forme de menace voilée dans laquelle l'adversaire cherche à avoir des arguments pour convaincre l'autre. Ou des arguments pour pouvoir séduire son adversaire. Le dernier élément, c'est le processus d'accommodation. Et dans ces processus d'accommodation, nous avons les processus d'accommodation qui mènent à l'accord se retrouvant au sein des deux dernières phases de la négociation. Et ensuite, on cherche à reporter à plus tard les questions épineuses. D'accord? Ensuite, le dernier élément dans le processus d'accommodation, on a le marchandage, qui est un jeu de propositions et de contre-propositions. Ensuite, nous avons ce qu'on va appeler les techniques de la négociation. Les techniques ou tactiques de la négociation sont des moyens permettant la mise en œuvre de la stratégie choisie. Elles représentent, en d'autres mots, des manières de faire ou d'être, d'utiliser ponctuellement dans le cadre de la négociation pour atteindre les objectifs visés. On a d'abord ce qu'on va appeler les techniques d'ordre matériel. Ensuite, au niveau des techniques matérielles, ce qu'il faut retenir, ce sont les techniques qui sont généralement liées au lieu ou à l'endroit ou au cadre pour abriter la négociation. Ensuite, on a les techniques d'ordre psychologique. Et au niveau des techniques d'ordre psychologique, nous avons les techniques de la négociation distributive ou tactiques d'influence négative. Ensuite, on a les techniques de la négociation intégrative. Au niveau des techniques de la négociation distributive, en fait, c'est des techniques que nous utilisons pour faire de la négociation. Et au niveau de ces techniques-là, on va commencer par la polémique fondée sur la recherche de l'épreuve de force de l'affrontement. Ici, on va contrer systématiquement, de façon verbale, notre adversaire. Dans la négociation, on dévie le sujet. Ou bien demander une contrepartie pour chaque concession. C'est-à-dire que si j'accepte de perdre quelque chose, il faut qu'on me donne quelque chose en contrepartie, en remplacement de ce que je perds.
C'est les techniques dans la négociation. Ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle le passage en force, fondé sur une relation déséquilibrée. Ici, il faut exercer une relation de domination ou bien d'intimidation. S'imposer par l'effet d'autorité, de charisme, d'insistance, de démonstration d'évidence, de méthode, d'argumentation. À travers ces méthodes-là qu'on s'impose dans la négociation. Ou bien, autrement dit, on va mettre l'individu ou bien son adversaire au pied du mur. Ce sont les techniques de la négociation qui font partie de la technique de la négociation distributive. On peut aussi utiliser la manœuvre fondée sur la tromperie ou bien la manipulation. Ici, c'est une manière de faire diversion, détourner l'attention, contester les points secondaires pour obtenir l'accord sur les points importants. Ainsi de suite. Il y a aussi la disqualification fondée sur la perte de la crédibilité de l'autre. On va mener des attaques sur notre adversaire, le diffamer, le calomnier, ensuite lui faire un procès d'intention, le tourner en dérision, faire un chantage, ainsi de suite. D'accord? Ensuite, nous avons ce qu'on va appeler les techniques de la négociation intégrative. Ce type de négociation a pour fondement la confiance mutuelle et fait appel à peu de tactique. Avec les deux parties, il doit exister une certaine confiance réciproque entre les deux parties en conflit. Et ici, on n'utilise pas trop de tactique pour gérer le conflit ou bien pour faire la négociation. Premièrement, on va étudier ce qu'on appelle l'écoute active. Dans l'écoute active, il faut écouter. On écoute, on fait ce qu'on va appeler la reformulation. On doit avoir une réaction. En tant que négociateur, il faut avoir des réactions faibles, faire l'observation, avoir ce qu'on va appeler l'empathie. Ensuite, on a les tactiques d'influence positive. Au niveau des tactiques d'influence positive, il y a faire des promesses, donner des conseils, faire des recommandations, et puis appeler aussi à la raison, aux normes et puis à la morale. Ensuite, dans cette technique de négociation intégrative, on a aussi ce qu'on va appeler les 6C. C'est dans les 6C, considérer la situation dans laquelle le conflit s'est retrouvé et la situation dans laquelle on fait la négociation. Donc, considérer cette situation, constituer, pour mettre ensemble les outils de la négociation. Ensuite, consulter. Donc, pour consulter, il faut questionner et puis reformuler. Questionner, écouter et reformuler. On va questionner qui? Les deux parties en conflit. Ensuite, convaincre par l'argumentation en ayant des visées objectifs. Ensuite, concrétiser. Concrétiser, c'est conclure, prendre congé. Et à la fin, consolider. Consolider, c'est pérenniser la relation entre, par exemple, comme nous sommes toujours dans le cadre de l'entreprise, les employeurs et les employés. Donc, voici les 3 éléments concernant les techniques de la négociation intégrative. L'écoute active, les tactiques d'influence positive et puis les 6C. Donc, après vous avoir défini ce que c'est que la négociation sociale, vous montrez le processus de la négociation et parler des techniques de la négociation. Nous allons voir maintenant en chapitre 4 le processus de négociation.
Donc, en tant que manager, vous sortez d'ici, vous devez être en mesure d'identifier la démarche et les stratégies de la négociation. Si vous vous souvenez, je crois, avant l'arrêt des cours, c'est sur ce chapitre que nous sommes à arrêter. D'accord? En leçon 1, nous allons voir la démarche de négociation. Dans la démarche, il faut tenir compte de l'étude descriptive de la négociation. Le rôle des négociateurs. Les normes et les règles tacites de négociation. Le pouvoir de négociation. Voici la procédure en ce qui concerne la démarche de négociation. Au niveau de l'étude descriptive de la négociation, il faut tenir compte du contenu de la négociation. L'objectif de la négociation étant pour les parties en conflit de parvenir à un accord, faute de quoi la négociation peut tourner en rond et on ne sortira pas de cette impasse. Retenez simplement que l'objectif principal porte en général sur l'enjeu du conflit, mais également sur le contenu de la négociation. Cela peut nous amener à nous poser des questions dans le cadre de la démarche de la négociation. De quoi parlera-t-on? De quoi parlera-t-on? Dans quel ordre? Qui parlera? Quelle forme aura la table? Comment se placera la délégation? Toutes ces questions de procédure et de préséance apparemment vaines et ce que ne font partie intégrante de la négociation. Le rôle des négociateurs. Le négociateur, il a un rôle capital et très important. Pour cela, il doit avoir conscience d'être le représentant d'une organisation. Savoir qu'il fait partie d'une délégation et qu'il parle au nom d'une organisation qu'il a mandatée. Il doit être intransigeant pour défendre la position initiale. Autrement dit, c'est vrai qu'il doit être intransigeant, mais il doit aussi être souple pour consentir les concessions nécessaires pour arriver à un accord. D'accord? Il doit disposer son esprit à l'acceptation de certaines résolutions pour qu'on puisse arriver à un accord. C'est ce que cela signifie. Donc, dans cette démarche de négociation, si on connaît le contenu de la négociation, on connaît le rôle des négociateurs, il faut aussi connaître les normes et les règles tacites de la négociation. À ce niveau, il existe un certain nombre de règles et de normes qui régissent le dénouement des négociations.
mais les normes ne sont pas explicitement énoncées ni universellement reconnues et respectées. On peut les considérer comme des usages tacites que l'on essaiera de respecter sans pour autant s'interdire de les contrôler. Nous, ici, on va vous montrer les plus importants et les plus courantes. D'abord, négocier de bonne foi, honorer les accords partiels, faire preuve de flexibilité, la réciprocité des concessions, et puis éviter l'hostilité et l'agressivité personnelle. Le dernier élément de la démarche de négociation, c'est le pouvoir de négociation. Comment l'homme doit pouvoir appréhender ce pouvoir de négociation? Ici, c'est la capacité à le pouvoir, comme je l'ai dit, il y a toujours deux parties en conflit, ça peut être le salarié et puis l'employeur. Et ici, comme ils sont en conflit, on peut les qualifier d'être des adversaires. Et ici, le pouvoir de négociation, c'est la capacité de l'un ou l'autre à influencer les résultats de la négociation à son avantage. À son avantage. Autrement dit, c'est la capacité à mobiliser des ressources pour atteindre ses objectifs, pour dépasser aussi ses contraintes. Et aussi la capacité à pouvoir neutraliser les ressources de l'adversaire et de lui créer des contraintes. Le pouvoir est donc même l'essence même de la négociation. C'est le rapport de force qui crée la nécessité de négocier. Donc, voyez-vous, si vous voulez avoir une certaine influence sur votre adversaire, il faut pouvoir avoir cette capacité-là à influencer la négociation. Alors, par la suite, on va maintenant ce qu'on va appeler les étapes de la négociation. Au niveau des étapes, nous distinguons, mais nous avons trois phases dans la démarche de négociation. On a d'abord la préparation d'une réunion. Le déroulement de la négociation, le déroulement de la réunion de négociation. Ensuite, le suivi. Donc, au niveau des étapes de la démarche de négociation, on va commencer par la préparation de la réunion. Donc, la préparation d'une réunion, quelles sont les réunions d'information, de prise de décision, de négociation? Cela suppose une préparation tant matérielle qu'intellectuelle, autrement dit psychologique. Donc, la préparation matérielle,
En quoi consiste la préparation matérielle? Elle se traduit par le choix du lieu, de la date et de l'heure de la réunion. La préparation de la salle. Ensuite, on a la préparation intellectuelle ou psychologique. Cette préparation intellectuelle consiste à l'élaboration de l'ordre du jour et à la détermination des objectifs au niveau des parties. Chacune d'elles doit se préparer afin d'aller à la négociation avec des propositions claires à défendre. Ensuite, au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation, il faut étudier le problème, préciser les objectifs et étudier le rapport de force. Au plan individuel, préparer des interventions, s'entendre avec les autres sur le moment et la façon d'intervenir, prévoir ses objectifs, connaître l'adversaire. Au niveau des objectifs, quand vous fixez l'objectif, essayez d'être le plus clair possible. Ça veut dire quoi? Que votre objectif doit être lisible, visible, clair. On doit savoir où vous allez quand vous fixez votre objectif. Et l'objectif, elle doit être opportun, elle doit être mesurable, comme diraient nos camarades de la statistique. En plus, il faut définir les objectifs dans le cadre de votre organisation. Nous distinguons 3 types d'objectifs. On a ce qu'on va appeler l'objectif maximum, le meilleur résultat possible, l'objectif minimum, le résultat le plus bas accessible, et l'objectif cible, ce que nous comptons obtenir et le définir avec réalisme. Donc voici ces 3 types d'objectifs que nous devons nous fixer. Donc, après la préparation de la réunion, on passe à la phase de déroulement de la réunion de négociation. Donc, il s'agit de la réunion à proprement parler. Ici, il consiste à la fixation des objectifs, à la discussion du problème, à l'élaboration de stratégies et à la finalisation d'un rapport du déroulement de la négociation. Cela va comporter 3 phases. On aura la phase initiale, la phase médiane ou la discussion du problème, et puis la phase finale. C'est quoi la phase initiale? C'est quoi la phase médiane? C'est quoi la phase finale? Au niveau de la phase initiale, c'est la période où l'on fait l'inventaire des points de litige. Et que les points de nos différents, c'est qu'il nous met en palabre, de façon terre à terre. D'accord? Donc ici, dans cette phase initiale-là, c'est de connaître les positions initiales de chacun. Cette première rencontre est aussi importante parce qu'elle permet d'établir du jour la phase initiale. Je disais qu'elle permet d'établir. Cette première rencontre est aussi importante parce qu'elle permet d'établir la rencontre, d'établir certaines relations entre les adversaires. Et cette phase-là, elle est importante parce qu'elle va permettre de déterminer la suite de la négociation. D'accord? Et à la suite de cette première rencontre, de cette première phase,
les différentes parties devraient savoir de façon approximative si elles se retrouvent dans une zone d'accord. Ensuite, on a la phase médiane ou la discussion du problème. Dans cette phase, l'on définit un éventuel accord à l'intérieur des limites qui résultent de la résolution de la phase où une ou elle commence par la révision de ses limites ou l'échange des propositions et des contre-propositions. Ici, il faut identifier la stratégie de l'adversaire. On a vu les stratégies, les techniques de la négociation un peu plus haut. Ici, on a recours à des tactiques de pouvoir et de pression. Et cette phase-là, elle est la plus longue et la plus difficile et requiert de la part des négociateurs le plus d'habileté. Elle va concerner l'argumentation, l'affrontement, la synthèse. C'est ça. Ensuite, on a la phase finale. Au niveau de la phase finale, c'est ici que l'on prend une décision sur le point de savoir si le règlement se précisant depuis la phase 2 est globalement acceptable ou non. La phase finale, c'est le temps de l'accord ou de l'impasse. Soit les deux parties sont accordées, soit une grande divergence, et ici, on va demeurer dans l'impasse. Ici, on peut mettre une pause ici pour mesurer les avantages et les inconvénients du conflit. Et lorsqu'on est parvenu à un accord, il y a deux points importants. Puisque l'accord constitue la dernière étape de la discussion et de la négociation. Cette étape comprend le contenu de l'accord. Ici, on va avoir maintenant, s'il y a eu l'accord, on va les modalités d'application, délai de mise en œuvre, la garantie réciproque. La garantie réciproque, ici, il s'agit de voir dans quelle mesure, quels sont les moyens que dispose de l'autre pour dire que les accords sur lesquels nous sommes accordés là, chacun va mettre ça en application. Et donc, après la signature de l'accord, la négociation ne prend pas fin. Il convient aux parties de poursuivre le contact. Donc, premièrement, il est souhaitable de s'assurer de l'engagement des négociateurs de l'autre partie à l'égard de l'accord. En deuxième lieu, l'accord doit être consigné par écrit le plus précisément et le plus clairement possible. Il s'agit de la conclusion. Le troisième élément dans la démarche, dans les étapes de la négociation, c'est le suivi. On a négocié, nous sommes entrés en accord, on a trouvé des accords. Et on a aussi les modalités d'application des accords. On doit appliquer les accords, c'est vrai, mais en tant que négociateur, il faut faire le suivi pour voir effectivement si les accords sur lesquels nous sommes compris, nous sommes entendus, la mise en œuvre sur le terrain ne pose pas de problème. Donc au niveau du suivi, il faut poursuivre la réflexion sur les points de désaccord. Ensuite, solidifier les accords et veiller au respect des accords par chaque partie.
Par la suite, maintenant nous allons voir ce qu'on va appeler les caractéristiques d'un bon négociateur. Comme je l'ai dit, n'importe qui peut être un négociateur. Il faut avoir les moyens techniques, les moyens personnels pour être un bon négociateur. Pour cela, un bon négociateur doit remplir un certain nombre de critères. 1. Être plein de ressources. Être plein de ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon négociateur doit être capable de gérer beaucoup d'informations. Il doit être toujours en éveil. Il doit savoir suivre les situations pour lesquelles il ne sait pas ce qui peut arriver. Deuxièmement, un bon négociateur doit être patient. Il doit être patient tout simplement parce que la négociation peut durer longtemps. Ça peut durer dans le temps. D'accord? Vouloir pousser l'autre risque de prendre du temps et donc demande la tolérance, la persistance, l'endurance pour atteindre un résultat satisfaisant et durable. C'est quoi un bon négociateur doit être patient. En plus, un bon négociateur doit aussi être ferme. Il doit avoir de la fermeté. Nous allons voir chapitre 4. Méthodologie de la résolution des conflits. Parce que on ne se lève pas comme ça pour gérer ou bien pour régler un conflit. Il faut maîtriser la méthodologie de négociation d'un conflit. Et par la suite, je vous donnerai un exercice dans lequel on verra la méthode de résolution d'un conflit. Donc, dans la méthodologie de la résolution du conflit, il faudrait d'abord faire ce qu'on va appeler l'analyse de la situation. Et dans l'analyse de la situation, il faudrait identifier le problème, identifier les acteurs directs et indirects, identifier les intérêts communs et opposés. Ensuite, proposition des solutions. Troisièmement, le choix de la solution appropriée et sa mise en œuvre. Une fois que les négociations ont été élaborées, qu'on a trouvé, nous avons des points d'accord. Comment faire la mise en œuvre des points d'accord? Choix de la solution adéquate. C'est-à-dire la solution qui pourrait satisfaire les deux parties. Il y aura beaucoup de propositions, mais quand même il faut faire le choix des propositions qui vont satisfaire les deux parties en conflit. Ensuite, on a les moyens de la solution. Quatrièmement, au niveau de la méthodologie, il faut faire le suivi, contrôle et ajustement, correction. Contrôler l'application des points d'accord
s'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'application, comment il faut ajuster. Vous pouvez faire une correction. Nous allons voir la leçon 2, les stratégies de négociation. Dans ce chapitre, nous devons être amenés à identifier les stratégies et les tactiques de négociation. Les stratégies de négociation. La stratégie, d'abord, il faut retenir que c'est un schéma organisateur qui sous-entend les actions, les attitudes et les comportements à l'intérieur du processus de négociation. Autrement dit, c'est un concept unificateur qui guide la sélection des solutions adaptées aux décisions nombreuses que nous devons prendre durant les négociations. Donc, c'est les tactiques, les styles et les comportements qui sont spécifiques, sélectionnés dans le but de mettre en œuvre la stratégie sélectionnée. On observe en réalité deux méthodes ou modèles de négociation. On a la méthode de négociation conflictuelle et la méthode de la négociation coopérative. Et chaque méthode a sa stratégie. Nous avons, au niveau de ces deux méthodes, le modèle de négociation conflictuelle ou distributive. Et cette méthode induit une stratégie de marchandage. Dans cette stratégie, chaque négociateur a une plage de négociation. Et ici, le négociateur a intérêt à avoir une cible élevée sans aller toutefois jusqu'à la rendre irréaliste. D'accord? Ce qui signifie tout simplement que c'est l'intervalle entre sa cible et son point de rupture. C'est le résultat minimal acceptable pour lui. Ici, voilà comment on procède dans la négociation conflictuelle ou distributive. Au niveau de la stratégie conflictuelle ou distributive, j'aurai l'occasion de vous présenter le véritable schéma au niveau du cours parce que ici, le schéma n'est pas lisible. D'accord? Au niveau de la stratégie coopérative ou intégrative. Dans cette stratégie, les deux négociateurs échangent de bonne foi les informations pour explorer toutes les possibilités d'accord dans le cadre d'une relation où la confiance prédomine.
Alors, comment, au-delà de ces deux types de négociations, comment on reconnaît une négociation qui a abouti, autrement dit, une négociation qui a réussi? Alors, une négociation se reconnaît à travers 6 critères. On a le critère d'optimisation. Il consiste à s'interroger si la négociation a apporté un résultat meilleur que celui escompté. Ensuite, on a le critère de satisfaction. Il consiste à s'interroger si les intérêts des parties ont été satisfaits. Ensuite, on a le critère de l'équité. Le processus et le résultat sont-ils équitables? Ensuite, le critère de réalisme. Les engagements sont-ils bien planifiés ou l'entente provient-elle de mécanismes pour assurer le respect des engagements contractés par toutes les parties? Ensuite, on a le critère d'efficacité. Les communications ont-elles été efficaces en termes de temps et d'énergie? Y a-t-il eu trop de manipulation? Ensuite, et enfin, le dernier critère, le critère de pérennité relationnelle. La qualité relationnelle entre les parties peut-elle être maintenue après la négociation? Donc, si vous voulez savoir si votre négociation a abouti ou a réussi, voici les 6 critères qu'il faudrait prendre en compte. Les tactiques de négociation. C'est quoi une tactique de négociation? La tactique de négociation peut être appréhendée comme un comportement spécifique sélectionné dans le but de mettre en œuvre une stratégie sélection. Et nous avons 2 types de tactiques. Les tactiques dures et les tactiques douces. Dans la stratégie du marchandage, dans cette stratégie, nous notons tout simplement que la négociation vise à faire pression sur l'autre pour faire évoluer les positions dans un sens favorable pour soi. Les tactiques dures sont caractérisées par la rétention d'informations, la disqualification des arguments de l'autre, les menaces, les intimidations, l'ultimatum, délai de limite, la remise en cause des acquis, machine arrière, l'effet surprise, la mise devant le fait accompli, la culpabilisation, le procès d'intention, l'alternance du chaud et du froid, l'inertie, faire durer, ne pas être pressé, les techniques du salabine, c'est-à-dire négocier point par point sans régler les résultats obtenus. Ensuite, on a la technique du pivot. Céder sur un point secondaire présenté comme important pour obtenir un avantage important présenté comme secondaire. Ces tactiques dures de négociation sont à manier avec précaution. Le négociateur devra mettre en balance les éventuels avantages à court terme avec leurs probables inconvénients à moyen terme. Ensuite, dans la stratégie de résolution du problème en commun, nous avons les tactiques douces, et ces tactiques douces supposent que les adversaires savent formuler les divergences en termes de problèmes à résoudre, à savoir analyser la situation, les enjeux pour chaque partie, faire preuve de créativité en imaginant diverses options ou solutions
mutuellement avantageuses. Développer la pratique de l'écoute active et le questionnement. Au niveau de la négociation, nous devons retenir qu'il y a des styles de négociation. Et comment vous devez appréhender le style? Le style peut être défini comme la manière de négocier ou les caractéristiques du comportement. Et donc le style inclut un certain nombre de facteurs, notamment la personnalité de l'individu, l'intelligence, l'expérience, l'ordre du jeu dans la négociation, le contenu des discussions, l'analyse de l'environnement. Voilà, donc voilà tous ces éléments qu'il faut prendre en compte dans le style de négociation. Et donc, la négociation étant une interaction sociale, et en considérant ces éléments, on distingue plusieurs styles. On a le style chaleureux, le style calculateur, et puis le style maquilleux. Au niveau du style dur, le négociateur cherche à dominer, il est agressif, il est orienté vers la tâche et peu de considération pour l'autre partie. En fait, il recherche ce qu'on va appeler le pouvoir. Il est souvent menaçant, il met la pression, il lève le ton, parle grossièrement, ainsi de suite. On a le style chaleureux. Ce type de négociateur se montre compréhensible, il est collaboratif, il est amical et encourageant. On a le style calculateur. Ce type de négociateur est un individu analytique et conservateur, réservé, préoccupé par le problème. Et la première impression qu'il donne est celle de l'ordre de la prédicabilité et de l'absence de surprise. Ensuite, on a le style maquilleux. Ce type de négociateur, il est souple, il est intégratif, il est orienté vers le compromis. Et il est concerné par les résultats. Et comment lui, il appréhende la négociation? Pour lui, la négociation est un événement social où l'on s'amuse et l'on prend des risques. Il a un style qui inspire la souplesse et la confiance. Il fait surtout montre d'une grande expérience et peut répéter rapidement ou construire des tactiques entre les questions A, très.